Bonjour toi, bienvenue dans ton trio économique. Ça va bien? C'est aujourd'hui que tu t'instruis avec un monsieur pas de cheveux. Euh, Vincent, Tu t'en viens là, tu t'en viens, Yann. Ah non, faut que je te mette un sourire dans la face. Les discussions de pre-tape n'étaient pas intéressantes. Euh, T'es tu veux triste. tu veux nous parler de housing au Canada? Tu veux nous parler de santé mentale? Tu veux nous parler d'une niaiserie que Radio-Canada aurait dit? Ah, c'est pas une niaiserie. Cela, c'est la chose la plus intelligente que j'ai jamais vue de Radio-Can. Québec prévient qu'il n'épongera pas les déficits des sociétés de transport. OK, fait que ça n'a pas de lien avec Radio-Canada. Tabarouette. Ouais, mais excuse-moi, j'avoue ne pas avoir ouvert l'article avant que tu l'as envoyé. J'ai envoyé à la dernière minute. Je suis tellement habitué de lire des conneries chez Radio-Canada que j'ai pris pour acquis que tu voulais utiliser quelque chose. Fait que c'est la composition de deux choses. Je t'ai envoyé quelque chose à la dernière minute parce que j'ai vu ça passer puis je me disais quelle belle nouvelle finalement. Puis toi aussi, tu sais, t'as eu ton prior habituel à l'égard de Radio-Can. Je sais pas pourquoi j'ai ce prior-là, par exemple. C'est le perfect storm de pas avoir lu. Donc, Québec prévient qu'il n'épongera plus les déficits des sociétés de transport. OK, on va commencer par ça. Bruno Marchand, il ne sera pas d'accord avec toi. Il te le fait dire de son voyage en Europe. Il dit « Monsieur Geloso, vous êtes un inculte. Moi, je vais visiter des beaux pays européens. Je sais de quoi je parle. » Écoute, premièrement, j'ai jamais compris pourquoi les maires visitent d'autres pays. Parce que, honnêtement, Tu veux vraiment que je te l'explique? Oh, on sait pourquoi. Je veux dire, c'est le fun d'utiliser l'argent des contribuables. Les vacances, c'est gras, là. Mais il y en a des articles scientifiques sur les coopérations interurbaines entre villes à travers le monde. Puis, parce que, par exemple, tu as les villes cousines, souvent. Donc, tu sais, Montréal, je pense que c'était Osaka pendant un moment. C'était Bordeaux à Québec. C'est quelque chose comme ça. Donc, les partenariats de villes. Il y en a des papiers qui ont été écrits là-dessus, puis... Zéro impact. L'effet net est probablement autour de zéro. T'en as quelques-unes peut-être qui gagnent ici et là, mais pour ça, chaque qui gagne, les autres, t'as beaucoup de zéros qui apparaissent. Tu as deux avantages pour le politicien. Des vacances gratis sur le dos du contribuable. Et la deuxième, des vacances gratis pour les journalistes que tu veux flatter dans le dos pendant une semaine de temps puis contrôler le message entièrement parce que tu les éloignes de l'actualité locale. C'est que Il y a ça. ça aussi. Mais ça, j'avais pas pensé à ça, mais au final, ces affaires-là, ça compte pas. Mais c'est peut-être la meilleure chose qui s'est passée avec Pierre Fitzgibbon ici. Je vais peut-être même lui donner le premier compliment de sa vie. C'est qu'il a tellement dépensé sur d'autres choses que finalement, ils ne peuvent pas dépenser sur éponger les déficits des sociétés de transport qui, depuis 40 ans, sont incapables de générer aucune marge bénéficiaire. Mais c'est Guilbeault qui a fait une sortie là-dessus. Là. Elle a sorti et elle a dit voilà, je vais juste dire les sociétés de transport, là, on ne pourra pas éponger de manière infinie vos déficits. Là. Oh, écoute, pour vrai, c'est probablement la chose la plus intelligente qu'elle a dit, notre chère. On le sait, là, cette ministre-là du gouvernement Kakis, elle est envoyée normalement pour faire la sale job. Là. Ouais. C'est-à-dire que c'est elle qui a les trucs plates à faire. Là. C'est elle, sûrement pas Legault qui demande ça, là, mais probablement le Koskinen ou je sais pas qui, là, normalement, lui dit regarde, on a un projet à couler. Il est au quoi? Il est aux fraises. Ça veut dire quoi, ça? C'est le gars de la ville, Frank. Il n'y a rien à faire avec eux autres. Ouais. Je suis pas un gars de la ville. Après, j'ai grandi en français et en anglais. Fait que 50% des expressions francophones, je n'ai jamais eu. Puis 50% des expressions anglophones, je n'ai jamais eu. Fait que comme Jean Chrétien, je parle mal dans les deux langues. Ouais. comme Trudeau aussi. c'est plus méchant comparé à Trudeau. Ouais, je trouve que t'es. Ouais, ça un petit peu, je me sens un peu mal, là. Tu m'as blessé, Frank. Ouais. Ça fait de la peine à mes petites émotions, là. Toi, t'as jamais pris l'auto avec ta mère qui a arrêté sur le bord du chemin pour ramasser des petites fraises dans le champ. Hein? Il n'y a pas de fraises à Montréal! C'est ça que je dis, t'es un urbain, nous autres, c'est notre réalité. Moi, des fois, on se promenait, là, puis ma mère arrêtait sur le bord du chemin, elle disait hey, venez-vous-en, je sais qu'il y a des petites fraises ici, ils doivent être sorties, puis on prenait des petits plats, puis on allait manger des fraises, puis on retournait dans le char. Là. Je trouve ça cute que tu penses que c'est comme... Je trouve ça cute que tu trouves ça cute. Non, mais en gros, ça veut dire être aux fraises, ça veut dire... c'est comme si tu dirais de quelqu'un, les pilules sont à gauche. OK, là, je comprends. Mais quand même, tu sais, je veux dire, il faut quand même être assez content du fait qu'ils ont décidé de ne pas éponger le déficit parce que ça devenait ridicule. La Société de transport de Montréal
Puis à Québec aussi, c'est des gros déficits continus. En fait, c'est pas vrai. Leurs revenus d'opération sont toujours inférieurs de beaucoup à leurs dépenses. C'est 2,1 milliards depuis le début de la pandémie. Mais à chaque fois, ce qu'ils ont, c'est de l'argent des contribuables, dont les gens qui n'utilisent pas le transport en commun. Puis c'est pas aussi. Puis il y a une chose qu'on oublie. Là, puis les gens pensent que. Puis j'ai eu le débat cette semaine avec plein de jambons, notamment le lobby montréalais qui est. J'ai décidé maintenant de le nez. Ah non, mais lui, c'est notre Maxime Bernier, wannabe de gauche, aussi connu comme David Gagnon. Lui, il va être dû pour une mise en demeure maintenant. Oh, écoute, il vit dans un monde où est-ce que je pense honnêtement qu'il y a un trouble obsessionnel de l'opposition. Mais cette semaine, dans les discussions que j'avais, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'un monopole, tu peux juste évaluer le coût qu'il a en fonction, le coût social d'un monopole en fonction du prix. C'est vrai pour certains monopoles privés, mais les monopoles, généralement, ce n'est pas juste le prix qu'ils vont augmenter, c'est qu'ils vont augmenter les coûts. Donc, ils vont charger un prix, oui, plus élevé, mais tu ne peux pas imaginer que la courbe de coût reste la même parce que tu es un monopole. Tu peux te permettre des choses que tu ne te serais pas permis. Fait on va acheter un plus beau char pour le boss. On va construire des bureaux incroyablement beaux. On va acheter des choses. On va faire des choses qui sont vraiment fancy. Donc, tu augmentes ta courbe de coût et au final, ça n'a pas l'air. Regarde, ils ne sont pas particulièrement mauvais. Mais regarde le transport en commun. On décide de faire des investissements dans des trucs qui sont dans le tramway à Québec là, avec le bus électrique. C'est le bus électrique. Toutes des choses qu'au final, quand tu regardes où est-ce que c'est privatisé, les services ont l'air très différents où est-ce que c'est privatisé. Les autobus sont plus simples. Tu as plusieurs types d'autobus différents, des plus petits, des plus gros. Tu as des services complémentaires. Je vais te dire un secret, OK? J'ai des clients qui travaillent au RTC. Je suis très content pour eux autres. Ils ont des belles conditions de travail. Mais Christy, c'est pas normal que les chauffeurs de bus du RTC qui, à la fin de leur journée, vont à la maison, des fois font des chiffres coupés puis peuvent jouer des games de hockey entre les deux chiffres, toutes sortes de choses comme ça, gagnent souvent plus d'argent que des camionneurs qui font de la longue distance, 70 heures semaine. Je suis désolé. Loin de la maison. Puis, je trouve pas ça normal. Avec tous les problèmes que ça occure, essayer d'aller pisser d'un truck stop tout croche. Puis, c'est deux jobs qui se ressemblent avec des conditions complètement contraires l'une de l'autre. Beaucoup plus difficile sur une vie familiale dans le privé avec du camionnage de longue distance. Mais c'est le même genre de job, le même genre d'études, tout est sensiblement pareil. Les conditions de travail au RTC sont à des années-lumière de ce que les camionneurs longue distance ont de leur côté. Là. Puis je suis content pour mes clients qui travaillent là. C'est parfait pour eux autres. Puis bénéficiez-en. Je suis heureux pour vous autres. C'est pas le point. Mais on vous paye définitivement trop cher. Puis je pense qu'ils en sont conscients. Là. Écoute, ils changeraient de job sinon. Là. Je voudrais aussi ajouter un truc. Puis ça, des fois, c'est le fun de regarder l'histoire parce que tu as plein de gens de gauche qui ont toujours des espèces de. Puis de gens de droite aussi, c'est pas exclusif à la gauche. Pas du tout même. Pensent tout le temps que. Regarde, avant, quand c'était privé, c'était atroce. Mais on a déjà fait l'exercice avec Hydro-Québec. Le Québec avait déjà des prix super bas d'électricité avant la nationalisation. C'est pas Hydro-Québec qui est exceptionnel, c'est juste qu'il décide, le gouvernement, de faire baisser les prix artificiellement. C'est pas rien que ça. C'est qu'on a une situation spéciale géographiquement, avouons-le. La qualité de rivière qu'on avait pour faire des lots d'électricité était tout simplement fantastique. C'est pas impressionnant. Écoute, si on devait privatiser demain matin, Hydro-Québec aurait encore des prix bas en Amérique du Nord. Mais oui. Point barre. Okay? En fait, probablement la seule raison que les prix augmenteraient, c'est pas tant à cause de la privatisation que le fait qu'on arrêterait probablement de subventionner la consommation, puis les compagnies québécoises se mettraient à exporter comme des malades. Parce que présentement, le plus gros coût d'Hydro-Québec, c'est toutes les exportations qu'on n'est pas en train de faire. Puis c'est toutes les centrales au charbon qui sont en Nouvelle-Angleterre qui ne sont pas fermées parce que nous, on ne pourrait pas fournir l'électricité qui est beaucoup plus propre. Je veux dire, au final, le coût le plus élevé d'Hydro-Québec, c'est la quantité de charbon gigantesque qu'on a utilisé aux États-Unis depuis 1960 avec la nationalisation de l'électricité au Québec. C'est des millions de tonnes de CO2 qui ont été produits délibérément par la nationalisation de l'électricité au Québec. Arrêtez de me dire que ça n'a pas de coût, mais quand on regarde toujours le avant, il y a toujours tous les mythes
des gens Avant de le gauche. gouvernement, ça n'existait pas. Oui, mais puis tu le souvent, dis, Vincent, c'est un mythe. Tu fais bien de rappeler que c'est gauche-droite parce qu'on se le fait souvent commenter à chaque fois ouais, qu'on parle de la ça. droite aura ses mythes sur l'immigration puis des choses de Mais même. même sur Hydro-Québec aussi, là, tu sais, quand les gens sont. Tu as beaucoup de gens là, qui sont d'accord avec 80-90% de ce qu'on dit, là, mais quand tu vas gratter les vraies fleurs, les vraies vaches sacrées de la société québécoise, là, puis que tu commences à leur parler de la réalité de la Révolution tranquille, tout ça, même les gens qui sont plutôt favorables à plus de libre marché, tout ça, ils ont assimilé une bonne partie du roman national qu'avant Ouais. Jean Lesage, il n'y avait rien, puis on nous a sorti de la grande noirceur, puis mais en même temps, j'en veux pas nécessairement aux gens qui pensent ça. Je veux dire, ça nous a été incrusté dans le cerveau depuis la petite enfance. Moi, je me rappelle très bien. Mais t'en as aussi des gens, je m'excuse, mais ça, c'est quelque chose, ça, c'est la plus grande reproche que j'ai à faire de la classe intellectuelle québécoise. Il y a 1 ou 2 historiens qui ont écrit un truc en 1960, 70 ou 80. Ils l'ont fait avec les méthodes de l'historien, aucune analyse statistique très profonde, souvent des gros jugements de valeur qui permettent à travers tout ça. Puis depuis, téléphone arabe, on transmet un résumé du résumé, un autre résumé du résumé du résumé. Puis quand on remonte en arrière, ça fait plus de sens. Donc, les gens vont dire le transport en commun va toujours perdre de l'argent. Écoute, je suis dans l'annuaire statistique maintenant devant juste moi. mettre une petite parenthèse, là, ta job dans la vie, c'est d'être un historien économique, de faire de l'économie historique. Tu sais, je veux dire, si tu étais juste quelqu'un qui fait de la macroéconomie, par exemple, qui dirait ça, je pense qu'il y a des gens qui pourraient douter sur ce que tu viens de dire. Ouais. Mais la réalité, là, s'il y a un champ d'expertise très précis que tu possèdes, c'est celui de l'histoire économique. Là. Ouais, ben tu sais, tu peux faire de la macro historique, là, mais je ne suis pas un central banker. Là. Je ne suis pas dans une banque en train d'essayer de faire du forecasting puis de la prédiction. Je ne suis pas intéressé par ça. C'est rare qu'on va utiliser l'argument d'autorité avec toi, mais sur ce sujet-là très précis, on est obligé de dire que là, tu serais permis de le faire. Là. Je peux montrer, comme qu'on dirait, j'ai une grosse graine puis je peux la montrer. Non, mais juste préciser que sans parler du pénis. Mais juste préciser, j'ai déjà vu Vincent dans une douche, puis finalement. Juste préciser que je n'ai Finalement, jamais il n'y en avait pas. C'est ça. Vincent, c'est une fille bien laide. Ça serait malade, pareil, après 100 quelques podcasts, gros comme les boobs, finalement, Vincent est une femme. Ça serait magique. Non, mais écoute, juste je suis un homme laid, une femme laide. Je veux dire, à ce stade-ci, je suis tellement laid que tu peux plus. Ça compte même plus. Ça compte Chewbacca, c'est non-genré. C'est non-genré. C'est ça. Non, mais juste préciser là, que souvent les gens parlent de ça, l'argument d'autorité. Mais un argument d'autorité, c'est pas de dire écoutez, moi je suis, on va dire, économiste spécialisé dans telle affaire, je vous dis ce que sont les trucs. Un argument d'autorité, c'est ce que tu vois souvent quand, par exemple, les gens sortent genre Joseph Stiglitz ou des affaires de même qui se prononcent sur un sujet sociétal, puis ils sont comme écoutez ce que le prix Nobel d'économie a dit, puis ils parlent d'une affaire qui n'a aucun crise de rapport à l'économie. Ça, c'est un argument d'autorité. Mettons ça de côté parce que j'aimerais ça en parler. Là. Mais la chose que j'allais dire, je suis dans l'annuaire statistique, ça m'a pris 4 secondes d'aller faire ça. Annuaire statistique du Québec, 1951. Fait que, les gens qui disent tu pourrais pas nationaliser, tu peux pas faire de profit avec le transport en commun, ou sinon tu le fais en coupant l'offre de service. OK, mettons que tu as raison. Allons voir les données historiques parce que le transport en commun, mettons, à Montréal, était privatisé jusqu'à 1951. Fait que voici le nombre de gens transportés en moyenne entre 1939 et 1935-1939. 200 millions de personnes ont été transportées par année. Fait que, transporteur, là, ça veut dire que c'est plusieurs personnes plusieurs fois. Ce n'est pas 200 millions de personnes individuelles. C'est 200 millions de voyages. Ouais, c'est ça. En 1950, tu es rendu à 370 millions. Fait que, le volume a augmenté. Le nombre d'employés a augmenté un tout petit peu. Les salaires ont augmenté quand même. Et quand tu regardes, par contre, les dépenses d'exploitation versus les revenus, chaque année, et je te dis, chaque année, il y a une marge bénéficiaire positive. OK, la compagnie de transport privée. La compagnie de transport, ce qui s'appelait la Montreal Tramways, qui n'était plus une compagnie de tramway qui avait des bus, fonctionnait. Ses revenus bruts d'exploitation. Ses revenus bruts d'exploitation étaient supérieurs année sur année à leurs dépenses d'exploitation. Point barre. Puis ils avaient une capitalisation gigantesque. Là. La capitalisation, c'était 50 millions.
pour l'époque, une capitalisation de 50 millions, ça t'amène dans... On est d'un milliard aujourd'hui. C'est ça, c'est une grosse compagnie. Là. Fait que, tu sais, c'est pas les gens qui font ces commentaires-là, souvent, ils ne savent pas pantoute de quoi ils parlent. Puis ça, c'était à Québec, tu avais plein de petits transporteurs plus petits qui faisaient, qui n'étaient pas légitimes, mais qui faisaient du mini-transport en commun. Ouais, tu n'avais déjà parlé de ça, le gars. Tu avais un gars à Lévis qui avait un hôtel puis qui faisait du ferry, si on veut, là, entre les deux rives. Pour amener des gens à son hôtel, mais tu n'étais pas obligé d'aller à l'hôtel si tu prenais son ferry. Là. Donc, il offrait un service complémentaire. Tu avais plein de choses comme ça. Donc, les gens, tu as juste eu à demander probablement un historien qui a dit regarde comment le transport en commun n'était pas bon sous le privé, sans définir c'est quoi pas bon, parce que souvent, j'en ai vu des gens dire c'était pas bon. En fait, l'électricité, c'est la même chose souvent. Ah, l'électricité privée au Québec, c'était atroce. On regarde avec l'Ontario, ils avaient nationalisé puis subventionné la consommation. C'était beaucoup plus cheap là-bas. Non, mais c'est pas la bonne comparaison, Batins. La bonne comparaison des compagnies privées, c'est qu'ici, tout le prix est dans le prix. En Ontario, il y a le prix, plus les taxes qu'il faut que tu payes, plus l'effet de la surconsommation. Je veux dire, tu peux pas comparer ces affaires-là, mais tu sais, n'importe qui a un bac en économie aurait spoté que tu peux pas faire cette comparaison-là. Mais eux, ils ont été là, mais il faut comparer avec l'Ontario. Puis non seulement ça, mais quand tu regardes, puis ça, c'est là, tu sais, que j'aime ça quand il y a des historiens souvent qui vont vraiment agir comme s'ils étaient des acteurs impartiaux. Mais tu regardes, c'est quoi la narrative des gens qui voulaient la nationalisation dans les années 30-40, là? C'était genre comme le docteur Philippe Hamel à Québec, qui est un dentiste. Puis lui, c'était comme le champion de la nationalisation, un hostie de dentiste qui se prononçait sur ça. Parce que lui, il avait lu des bulletins du Antitrust Board aux États-Unis, puis les gens pensent que c'était impressionnant. J'ai commandé des livres des États-Unis, puis je suis un expert. Ça fait-tu coloniser pareil? Mais attends, j'ai pas fini. Le gars, là, lui, il dit, à un moment donné, il a dit dans un speech, il ne faut pas se comparer avec les endroits privés, il faut se comparer avec l'Ontario seulement. Fait que là, les historiens ont juste continué avec la narrative que ce gars-là avait dans le discours. Puis ils ont juste jamais posé la question. Tu regardes toutes les thèses, je peux te lister les 10 thèses que j'ai utilisées de doctorat sur l'électricité au Québec. Puis ils font tout le temps des comparaisons avec l'Ontario où ils disent, regarde, le gouvernement a pris l'argent des contribuables, puis il a électrifié les campagnes pour gagner des votes, puis ça, c'était bien. OK, je veux dire... Okay. What's your point here? C'est quoi ton... En fait, tu penses que ça fait quoi à l'égard de mon point que les compagnies privées ne voulaient pas servir des places où ils n'allaient pas faire d'argent? Peut-être que c'était mieux de faire en sorte que Cabano se vide et qu'il y ait plus de monde à Québec. Je ne veux pas être plate avec Cabano, c'est juste la première ville qui m'est venue en tête pour une raison aléatoire. Mais, tu sais, ils sont tellement... L'arrogance de certaines personnes de dire qu'ils ont... Ah, mais je suis objectif face aux sources historiques. Ouais. Non. La plupart du temps, vous remarchez quelque chose que quelqu'un a déjà dit. C'est pas tout le temps. Il y en a des historiens qui sont super à gauche que je suis comme wow, ça c'est du travail exceptionnel. Mais il y en a, tu sais, de droite qui sont fucking paresseux. Puis t'en as de gauche que tout ce qu'ils font, c'est qu'ils pensent qu'ils sont originaux. Puis au final, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un Laurent Turcot d'eux-mêmes, puis ils ont lifté une citation du livre d'une autre madame, puis ils ont oublié d'attribuer la citation. Ouais, mais ça, là, qu'un narratif qui se promène comme ça de génération d'historiens en génération, tu en as plus qu'un. Toi, tu as beaucoup parlé avec ton livre et avec plusieurs interventions que tu as faites au fil du temps, justement, de la Révolution tranquille. Mais si on allait en France, c'est la même affaire. Là. Les conneries qui se sont dites sur la Révolution française de génération en génération, un peu toutes basées sur ce qu'il avait écrit. C'était-tu Jules Ferry ou... Bref, il y avait un personnage qui avait écrit là-dessus, puis finalement, c'est... Daudelin? Ouais, je me souviens plus du nom, là, mais... bref, il y a eu des... À un moment donné, ils ont répété des affaires, puis c'est toujours un peu le même narratif, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un changement, entre guillemets, de régime, là, ou une révolution, qu'elle soit tranquille ou pas tranquille, là, il y a toujours un peu une construction mythique après, que ce qui était avant, c'était l'âge sombre, c'était les ténèbres, il n'y a rien qui fonctionnait, c'était la corruption, tout ça, et là arrive le paradis sur Terre, le paradis terrestre. Même, tu as des gens, tu as des clowns, on va le dire de même, comme Mélenchon en France, que eux disent qu'avant la Révolution française, la France n'existait pas. Genre, c'est l'an 1 de la France, c'est 1789. Là, t'es comme, OK.
Genre. J'haïs tellement Jean-Luc Mélenchon, by the way. Là, c'est lui et Éric Zemmour, là, je suis pas capable. Pas capable. Écoute, on peut-tu noter une chose rapidement à propos de la France? Tu réalises-tu que présentement, les deux extrêmes ensemble, là, tu prends Zemmour puis Le Pen à droite, puis Mélenchon, puis Poutou, puis les Ouais, autres. c'est ça. Enlève le Parti socialiste, mettons, là, parce que c'est Ouais, pour ce qui en reste. pour ce qui en reste, là, mettons, c'est 3%. Là. Ouais. Mais tu prends la France insoumise, le Parti communiste, parce qu'il y a encore, rappelons-le, il y a un Parti communiste en France qui a encore des députés. OK? Ça devrait t'en dire. Fait que l'extrême gauche à elle tout seul, plus l'extrême droite, la vraie extrême droite, là, pas l'extrême droite de n'importe qui est à ma gauche et d'extrême droite, 50% du vote. Tu réalises que ça veut dire que si tu veux faire une coalition pour éviter les extrêmes qui sont tous les deux anti-libéraux, il faut que tu ne peux pas perdre une seule voix au centre. Ah, c'est spécial. Je veux dire, Emmanuel Macron, là, ou n'importe qui veut des idées centristes un peu, il ne peut pas tenir la ligne. C'est super impossible dans cette situation-là. Non, c'est un pays quasiment impossible à gouverner. Écoute, dans les autres sujets juste avant de finir, vous doutiez que je cherchais quelque chose. Là? Non. Ouais, tu avais quelque chose dans la tête, on le savait. Non, mais j'ai accroché sur ta capitalisation boursière dans les années 50 de 50 millions pour l'entreprise à ce moment-là. Aujourd'hui, une compagnie qu'on considère méga cap, c'est 200 milliards et plus. OK. Donc, un Apple, un Tesla, tout ça, on est en haut de ça. Un large cap en 2023, c'est 10 milliards et plus. Un mid cap commence à 1 milliard. 1950, 1 milliard, c'était un large cap. Fait que ta compagnie à 50 millions, là, on parle facilement de quelque chose qui est mid-cap, probablement. Puis, écoute, j'ajusterais pas pour l'inflation. Non, c'est pas la bonne façon parce que le market capitalization, le taux de rendement des marchés est de l'ordre de 10,5% sur le S&P 500 depuis longtemps. Tu ne peux pas avoir la mesure d'inflation par rapport à ça. C'est pour ça que la meilleure manière, c'est de te dire c'était quoi la proportion de ça en pourcentage du PIB. Mm-hmm. Puis après ça, tu dis c'est quoi le ratio, mettons, de capital dans l'économie en général sur le output total, puis tu vas avoir un ballpark. Fait que, mettons, on dit qu'il y a 3 $. J'aurais tendance à dire que 50 millions à l'époque, c'est pas mal l'équivalent de 1 milliard aujourd'hui. Si, avec les approximations que je vois là, ouais. Moi, on est dans cet ordre de grandeur-là. Je serais prêt à croire ça pour vrai. Lion électrique est en bas d'1 milliard, les amis. Tu veux dire, parce que Pierre Fitzgibbon nous garantit que c'est le géant de l'avenir. Ça va être 8 milliards, 25 milliards, 300 milliards, 1 milliard de millions de milliards. Ils sont rendus à 421 millions. Écoute, je regrette une chose du débat avec Daniel Breton. Quand après, vous avez souligné que son organisme avait le gars de Lion électrique sur le board, je pense que j'aurais dû être baveux et dire je trouve généreux de me critiquer sur une fausse position que vous m'attribuez, alors que vous tenez cette position pratiquement en ayant sur votre board quelqu'un qui ne fait que demander des subventions constamment et que vous êtes donc l'agent d'une entreprise privée qui veut des subventions de l'État et vous êtes en train de dire tout simplement pourquoi vous êtes le bon quémandeur et toutes les autres compagnies devraient être privées du quémandage que vous allez obtenir. Ouais. Mais c'est incroyable, pareil, que tu sais. Ça m'aurait valu une désinvitation permanente de Patrice Roy. Non, mais c'est vrai, pareil, que tu sais, dans le fond, toi, t'étais clairement mis dans le rôle du méchant. On a compris ça dans le stage qui était fait. Là. Mais en réalité, toi, t'es juste la personne qui est comme OK, à côté de moi, il y a un monsieur qui représente des intérêts privés, puis lui, il veut l'argent des contribuables. Mais c'est moi le méchant. Oui. Yep. Les choses, ça a tellement changé. Le contexte dans lequel on évolue au niveau médiatique est distorsionné d'une façon tout à fait incroyable. Sur tous les sujets. Sur tous les sujets, on est toujours considéré comme la position extrême, alors que, soyons honnêtes, là, les positions qu'on prend sont réfléchies, sont modérées, sont contrebalancées. Il n'y a rien d'extrême dans ce qu'on dit généralement. Là. Mais le pire, c'est que généralement, on n'a juste jamais la chance de pousser plus loin. Mais on a eu
conversation, par exemple, sur Hydro-Québec, les gens, tu sais, je dis Hydro-Québec ne performe pas. Point barre. OK? C'est juste ça que je dis. Puis là, tu as un dude qui sort une citation qu'il ne comprend pas parce que tu en as des illettrés économiques, mais il pense qu'il a fait des gotcha. Fait qu'un autre Maxime Bernier wannabe, parce qu'il y en a plusieurs. Mais sortent des affaires comme ça, puis après ça, ils sont comme ah, regarde, j'ai pas de ça, je vais dire la privatisation, mais tu veux-tu entendre le comment de la privatisation? Parce que tu sais, je dis pas de privatiser puis de libéraliser la distribution, c'est un monopole naturel. Je ne vois pas de manière simple de privatiser puis libéraliser ça qui ne vient pas avec des risques. Mais il n'y a aucune raison pourquoi la production, il n'y a pas de monopole naturel dans la production. Là. Ouais, puis la facturation peut facilement être faite par une entreprise privée qui est en sous-traitance ou des choses comme ça. Là. Exactement. Tu peux casser, tu sais, tu n'as pas besoin d'avoir un mastodonte. Tu peux avoir, tu sais, si tu dis qu'il y a des failles du marché, le monopole naturel en étant un, regardez les gens de gauche, là, vous avez entendu, j'ai dit que ça existe, les failles de marché. Vous réalisez là, que ce que je viens de dire, que j'ai reconnu. C'est un extrémiste qui parle comme ça, Vincent? Ah oui. Mais tu sais, l'affaire, c'est que c'est parce que des gens, ce qui se passe souvent, puis ça revient au truc que Frank a dit, ils utilisent le Nobel, ils vont dire Joe Stiglitz. Mais ils vont avoir entendu un terme une fois, genre faille de marché. Donc, peut-être même que s'ils sont très sophistiqués, ils vont savoir c'est quoi les différents types de failles de marché, les biens publics, les externalités, les asymétries d'information, les monopoles naturels. Donc, ils vont avoir une liste de ça. Puis là, ils vont être là, regarde, je les connais. Après ça, ils vont dire, ça s'applique à tout. Tout est un monopole naturel. Les épiceries, c'est un monopole naturel. Nope. Les épiceries, c'est un bien public. Hein, t'es là. Nope. D'accord. J'ai compris. Tu ne comprends pas de quoi tu parles. Mais tu sais, la question que tu vas avoir en des économistes, ce que je dis généralement chez les économistes, pas particulièrement controversé. Le débat qu'il va avoir généralement va arriver sur de l'empirique. C'est la méthodologie, des choses comme ça. Même pas. Des fois, ça va être est-ce que c'était le meilleur setting pour mesurer ça? Est-ce que tu as manqué quelque chose ici? Est-ce que c'est généralisable? Parce que, tu sais, des fois, on n'a pas d'expérience naturelle en économie. On en a des fois, là, mais on ne peut pas faire tout le temps des randomized control trials. On aime ça en faire quand on peut. Mais des fois, tu ne peux pas augmenter le scale. Fait, tu ne peux pas augmenter l'échelle de la chose. Donc, tu ne peux pas généraliser. On a plein de limites comme ça. On est super scientifique dans les petites bulles qu'on peut faire. Mais des fois, c'est que c'est super difficile pour nous d'extrapoler au-delà de cette bulle-là. Donc, parce que la méthode est contrainte dans une petite zone. Mais là, après ça, on peut débattre entre nous autres. Puis là, il y a ça. Mais au final, tu regardes, c'est quoi les débats entre économistes. Les gens pensent que c'est genre ça de large, alors qu'en réalité, c'est une petite zone super mince, comme les débats entre économistes sur l'immigration, par exemple. Il y a des gens qui vont dire c'est sûr que ça affecte les salaires. Non, en fait, généralement, 85% des gens, 85% des économistes pensent que. Excusez-moi. Tous les économistes pensent qu'au net, la majorité des gens ont une hausse de salaire de l'immigration parce que tu déplaces la courbe d'offre puis tu déplaces la courbe de demande aussi. Puis si tu as des effets de spécialisation, les salaires de plein de gens vont augmenter. Ceux qu'on pense qu'il y a un débat, c'est peut-être le 15% de la population qui reste qui sont genre les moins qualifiés, qu'eux ont l'air de souffrir de grosses vagues d'immigration. Ça, c'est les instances dans lesquelles on a des doutes. Mais là, tu sais, les gens vont prendre ce 15%-là. Là. Tu vas avoir un Jean-François Lisée qui va prendre ça parce que lui, c'est l'expert de faire ça. Il va prendre un truc qui est absolument vrai par mes économistes, va le magnifier et va faire croire que c'est un débat qui existe, que c'est le vrai débat. Puis que, non, mais dans les médias, on en avait parlé. On a fait un long segment mené dans un podcast, moi et Yann, sur l'aspartame. La fameuse étude qui disait que l'aspartame donne le cancer. Puis le magazine Reason a fait un long article là-dessus pour expliquer que ce qui avait été rapporté dans les médias, effectivement, c'est pas un mensonge d'écrire qu'il y a un lien entre l'aspartame et le cancer, mais voici tous les détails. Les détails, c'était que, on l'avait calculé, il fallait que tu prennes, je pense, 26 canettes par jour. C'était 126. Un chiffre qui n'a pas de bon sens. Un chiffre, écoute, 126 ou 26, qui boit 26 cannes de diète soda par jour? Mon prof de chimie au cégep. 26. Il était entre 22 et 24 cannes de Pepsi dans une journée. C'est 3 litres. Je te jure que le gars était tout le temps... Quand il parlait, il était drôle puis tout. Puis à un moment donné, on l'a senti un peu plus slow puis tout ça. Puis il y a un élève qui a demandé, il dit, je me rappelle même plus de son nom, Colin.
Puis il y a un élève qui a dit, il dit, qu'est-ce qui se passe? Il me semble, vous avez moins d'énergie d'habitude. Ah, il dit, mon médecin m'a dit qu'il fallait que j'arrête de boire autant de Pepsi. Fait que là, il y en a un qui dit, vous en buviez combien? J'étais entre 22 et 24 par jour. As-tu vu comment je suis fait, man? Je me rappelle des chiffres du nombre de cannes de Pepsi qu'il buvait, puis je me rappelle même pas de son nom. Mais juste pour préciser, là, ce que ça disait en plus après, là, c'est parce qu'au bout de tous les détails, toutes les affaires, l'article se concluait en disant, mais de toute façon, ce que l'étude mentionne aussi, les études sur l'aspartame, ce qu'il disait aussi, c'est que de toute façon, même s'il y a un lien qui peut être établi, si tu remplaces ça par du sucre régulier, donc au lieu de prendre un Diet Coke, tu prends un Coke normal, tu vas mourir d'autres choses avant. Genre, dans le fond, c'est que dans le fond, tu as plus de risques de mourir en prenant le produit normal que le produit, entre guillemets, transformé qui est supposément cancérigène. T'en veux-tu une autre comique, puis on peut après ça passer au truc sur le housing? Je dirais pas son nom, mais je viens de le retrouver, mais c'était pas de la. C'est vrai, c'est pas chimie, c'était biologie. OK. C'est des gens de Rivière-du-Loup, ils vont savoir de qui je parle. Pour vrai, moi, je m'ennuie. Moi, c'est la seule science pure que je tripais dessus. Biologie? Physique, biologie. Ah, ouais. Ah, oui, moi, en fait, je fais encore des trucs en santé. Si tu regardes dans mes publications, j'ai un article en biologie. Pour vrai? Oh, oui, c'est dans Economics and Human Biology. Tous les trucs que je fais sur les tailles humaines, que je remonte dans le passé puis que je prends la taille des gens, c'est lié à des questions de nutrition. Il y a un bout que j'aime de la biologie, c'est l'aspect évolutif. Toute la théorie de Darwin, la théorie de l'évolution. C'est exactement ça qui m'avait amené à ça. C'est la seule chose qui m'a fait triper en bio, honnêtement. Puis qui me fait triper encore aujourd'hui, parce que je suis justement en train de lire un livre sur la théorie de l'évolution ces temps-ci. Pour un économiste, la théorie de l'évolution puis la biologie, l'économie puis la biologie, c'est deux domaines qui sont imminemment proches en termes de philosophie. Parce qu'en biologie, ce que tu regardes, c'est une évolution spontanée de caractéristiques physionomiques, en partie, de caractéristiques génétiques. Dans l'antichambre, en ce moment, il y a des gens qui écoutent puis ils sont comme Geloso vient enfin de faire son coming out, il est pour le darwinisme social. De quoi tu parles de darwinisme social? Il n'y a pas quelqu'un qui parle de ça pour vrai. Là. Non, mais je veux dire, il y a des gens qui vont écrire ça. Je veux vraiment être baveux. Ah, là, il a dit biologie, économie, c'est sûr que c'est du darwinisme social. Je suis sûr qu'il y a un low IQ person qui va dire ça. Mais un article super connu, c'est que les gens pensent qu'évolutif, ça veut dire, ils vont prendre la citation classique de Darwin, j'ai oublié, la quête sauvage de l'évolution, de weeding out the weakest. J'oublie tout le temps la variante du terme. Mais laissez pour compte. Non, mais survival of the fittest. Chris, ça m'a pris 2 minutes. Puis que les plus faibles doivent disparaître. C'est pas ça que ça dit, en fait. Tu arrives avec le terme eugéniste assez vite quand tu prends cette traque-là. Exactement. Mais fittest, souvent, ce que les économistes voudraient dire, c'est fittest institutions. C'est les règles qui vont fonctionner. Puis tu remarques que les systèmes qui ont réussi à évoluer, souvent, c'est des systèmes hyper inclusifs. Donc, puis je vais faire 2 analogies. Un entre les chauves-souris vampires, vampire bats, et de l'autre côté, je vais le faire avec les êtres humains. Les chauves-souris vampires, on a beaucoup d'études. Il y a une étude très fameuse par un gars, Wilkinson, au Costa Rica. Et ce qu'il avait remarqué, c'était que les chauves-souris collectaient plus de sang et ensuite en recrachaient à une autre chauve-souris, même si elle n'avait pas de réciprocité. Genre une chauve-souris handicapée, par exemple, quelque chose de même. Ou qu'une aile brisée. Ou même blessée, là, juste une qui a été moins chanceuse. OK. Juste ça. Et l'idée, par contre, ce qu'on a remarqué, c'était que éventuellement, ça revenait. Donc, tu avais ce qu'on appelait un système un peu de tits for tats. Et que le résultat de ça, c'était ce qu'on appelle en économie, l'équivalent, c'est gift exchange. C'est que je te donne un cadeau. Et le but, c'est que le cadeau signifie un attachement. Et donc, on est en train de gérer des risques ensemble. Donc, tu vois souvent ça dans les anciennes normes de village. Le charivari au Québec était une pratique de ce type-là qui rentre un peu là-dedans. Si le potluck est un exemple de ça, tu aides une personne sans expectative. C'est ça ici, là, ce dont tu es en train de parler. Food sharing c'est exactement lui. Reciprocal help predict donation more than related or harassment. En fait, Gerald Carter puis Gerald Wilkinson. C'est le même Wilkinson, mais il était tout seul. L'article était de 83.
Mais Donc, le ça, c'est gars, comme il un continue. update. Là. Ouais. Mais le gars, c'est un biologiste qui étudie presque exclusivement les chauves-souris. Mais son article a été souvent utilisé par les économistes parce que ce que ça montrait, c'est que tu peux avoir des institutions qui garantissent la survie. Donc, ce n'est pas survival of the fittest dans le sens de les faibles vont disparaître. C'est que tu dois développer des institutions qui encouragent des mécanismes de prospérité. Et c'est ça l'espèce d'aspect évolutif qui est pertinent. Donc, si tu es capable de déjà développer. lu ce livre-là, Vincent? Yup, big fan. C'est lui que j'étais en train de lire. C'est pour ça que j'ai parlé vite quand j'ai dit que j'ai détesté la biologie. J'étais en train de lire ce livre-là, puis crème, il est vraiment le fun. Excellent. Ben écoute, tu en aurais un autre que tu aimerais encore plus. Ouais. Puis, qui est juste écrit ceux-là qui sont à par, l'audio, juste, excuse-moi, The Selfish Gene de Richard Dawkins. Ouais, moi, j'aime mieux Dawkins quand il parle de biologie que quand il fait sa fixation sur God. Là. Et, Oui. Mais un excellent livre, c'est Matt Ridley's The Origins of Virtue, qui est un livre de. Matt Ridley est un journaliste, ancien journaliste à The Economist, et était un personnage absolument fascinant. Mais une des choses qu'il explique il a écrit beaucoup sur des trucs biologiques. Il a écrit The Red Queen. Il a écrit beaucoup sur la génétique. Exactement. Ce livre-là est incroyable parce qu'une des choses qu'il souligne dedans qui est pertinente, c'est toutes les relations, toutes les similarités entre biologie et économie, mais dans le sens que si tu veux la survie d'une société, point barre, tu dois avoir des institutions qui génèrent plus de fêtistes. Donc, tu encourages en fin pratique des gens à devenir meilleurs et que ça se fait en encourageant la coopération. Donc, le point, ce n'est pas que tu dois éliminer quelqu'un, c'est que tu dois trouver une manière d'éliminer les mauvaises institutions. Parce qu'au final, si tu n'es pas capable de le faire, tu es plus vulnérable, tu es plus pauvre, donc tu es plus vulnérable. Alors que tu as l'alternative, que si tu es capable de développer des institutions qui créent des rules of the game, qui sont productives, efficaces, ben, tu vas générer de la prospérité, ta communauté va être moins vulnérable, il y a plus de gens qui vont se joindre à cette communauté-là, il y a des gens qui vont quitter d'autres communautés avec des moins bonnes institutions qui vont s'adapter à la tienne. Donc, il y a vraiment un overlap incroyable entre bio tu me fais penser, et économie. Une chose, Vincent, il faudrait que tu fasses dans ta vie, puis je sais que ça va te prendre du temps, mais c'est un projet de très long terme. Le site que je t'ai monté, Goodreads, tu devrais avoir ça. Tu devrais monter ton Goodreads. J'ai l'impression qu'on aurait beaucoup de gens qui écoutent le trio économique, qui te suivraient de un, puis qui verraient les lectures que tu as faites au fil du temps. Ouais, puis tu peux laisser des reviews aussi. Là, c'est quand même bien pour ça. C'est vraiment, toutes les fois que tu lis un livre, que tu achètes un livre ou peu importe, c'est une façon de classer un peu ta bibliothèque dans ta vie. C'était plus facile pour un gars que pour moi à faire parce que j'ai des centaines de livres de lus et non pas des dizaines de milliers comme toi. Là. Mais la réalité, c'est que si un jour tu décides d'aller là, je suis persuadé qu'il y a plein de gens qui vont vouloir te suivre sur Goodreads pour voir réellement c'est quoi tes lectures, c'est quoi qu'est-ce que tu as noté, qu'est-ce que tu es en train de lire. Puis c'est une affaire de geek, vous allez dire. Là. Mais c'est un site qui est vraiment le fun, honnêtement. Il faut dire aussi que si Yann n'avait pas ça, il l'aurait fait de toute façon avec un fichier Excel. Fait que c'est... J'avais effectivement un fichier Excel avant ça. Page 7. Page 7. What the fuck? Puis, tu sais, si vous trouvez que le site est intéressant, tout ça, je vous invite à aller retrouver mon livre, le livre de Frank, le livre de Vincent. Nos livres sont là-dessus puis sont notés. Tu sais, si vous voulez mettre des commentaires, vous les avez déjà lus, c'est quand même le fun, il faut se le dire. Là. Non, c'est vrai. En fait, si jamais, je pourrais un jour montrer mes livres, quand je les lis, il y a énormément de notations dedans, puis ils se retrouvent avec plein de post-it, parce que je garde tout le temps des pages avec des trucs que je veux éventuellement revenir. Puis, mais il y en a, quand je les ai utilisés beaucoup, il y a tellement de notes dans le côté. Puis il y en a que je réouvre, puis souvent, je réalise à quel point je sacre dans ma tête pendant que je lis. À un moment donné, il y avait un passage dans un livre, je l'ai réouvert comme la semaine passée. Tu as écrit « What the fuck is this? Go fuck a bat! » J'avais écrit quelque chose comme ça. J'avais écrit... J'étais là, j'étais vraiment irrité d'avoir lu cette phrase-là. J'étais comme, c'est cave ce que tu viens d'écrire. Fait que, il y a plein de notations comme ça. Des fois, j'ai dit, well, that, à un moment donné, je me souviens que j'ai écrit that borders on being smart. Mais c'est pour ça, moi, que j'ai. Tu sais, tout le monde tripe sur. Je suis pas sûr que je devrais partager sur Goodreads exactement ce qui se passe dans ma tête quand je lis des choses. Parce que. Mais c'est pour ça que moi, j'ai bien de la misère avec tout ce qui est livre électronique, tout ça. Là.
Je sais, c'est parce que c'est pas pratique. Quand tu veux prendre des notes, mettons, pour que. C'est correct si tu lis le dernier roman de Dan Brown, on s'en sac, là. Tu ne commenceras pas à écrire des. Si tu prends des notes dans un roman de Non, Dan c'est Brown, qu'il y a vraiment un problème. Là. Mais moi, avec mes livres Audible, je peux mettre des signets, mais je me rends compte que toutes les fois que je mets des signets, je ne reviens jamais sur ces signets-là. C'est le défaut des livres audio, c'est ça. C'est contre-intuitif, le signet. Je te dirais en fait que les livres audio maintenant, c'est particulièrement facile si tu n'as pas d'enfant. Mais moi, j'ai un abonnement à Audible depuis 2008, juste pour dire. Puis j'ai un crédit par mois, fait que j'ai plein de livres audio. Puis tous les livres audio que j'ai achetés jusqu'à la naissance de mon premier fils, je les ai tous écoutés. Et là, tu regardes le taux de ceux que j'ai réussi à écouter depuis. Mais ça parce revient, qu'avant, je faisais de la cuisine. Dans quelques années, tes enfants vont vouloir t'ignorer dans ton véhicule auto. Puis c'est là que... En tout cas, moi, les livres audio, je les lis tous en auto. Fait qu'à un moment donné, des enfants vont recommencer à t'ignorer. Tu vas retrouver ta paix d'esprit d'antan. Ouais. Écoute, j'aime ça. Je ne cacherai pas que j'aime ça, là. Mais je regarde le taux de lecture que j'ai de mes livres audio. Il y en a un que ça fait comme 3 fois que j'essaie de le recommencer. C'est The Wages of Destruction de Adam Tooze sur l'économie politique allemande avant la Deuxième Guerre mondiale. Vraiment hot. Mais chaque fois que je réussis à finir un chapitre, j'ai comme Arthur qui arrive puis qui. Puis là, je perds le fil. Ouais, c'est ça. On perd rapidement le fil. C'est pas des romans, là. De tout ça. Non, mais je trouve que c'est bien fait, moi, justement pour les romans. Ou tout ce qui est storytelling, mais si c'est un affaire il faut que tu t'arrêtes un peu, que tu ailles chercher. Puis, je t'oublie de dire, c'est sûr que, contrairement à vous, je fais énormément de route. Là. Tout le monde l'avait compris, je pense. Ouais. Puis t'as raison là-dessus, Frank. Malheureusement, j'aimerais ça lire plus de livres sérieux, mais en roulant, c'est une demi-heure, 45 minutes, puis là, après ça, tu commences à perdre le fil pour un livre sérieux, puis là, je suis obligé de switcher à une bio, /roman, / quelque chose d'un peu différent. Tu sais, hier, j'ai essayé une demi-heure, un livre sérieux, puis après ça, le 3h30 de route qui me restait dans ma journée, je l'ai fait soit parler au téléphone ou Christian Page que je suis en train de lire. Il a fait des histoires. Tu sais, Frank, c'est un sujet qui te touche beaucoup, là, le heavy metal ou ces choses-là, l'histoire un peu de ça. On accusait les gens du heavy metal d'avoir incité à la haine à une certaine époque, tout ça. Lui, il a carrément recensé des meurtres de l'occulte avec une trame de son heavy metal en arrière. Son livre est bien fait, mais tu sais, il parle de poursuite en justice contre Slayer, par exemple, sur un meurtre qui a été commis de manière hyper sordide aux États-Unis. Puis tout. Fait que c'est des affaires de même, tu peux lire ça longtemps en auto. Ben oui, c'est du storytelling. Aussitôt que tu rentres là-dedans, c'est plus facile pour la concentration. Hey, on voulait pas. Non, mais. Hey, je veux parler du housing. Là, non, mais justement, puis tantôt, tu as fait un parallèle. Tu sais, quand tu as dit tu as fait le parallèle avec les salaires et l'immigration, tu disais l'immigration, elle se déplace la courbe d'offre, ça déplace la courbe de demande. Je voulais t'entendre un peu là-dessus parce que c'est un argument qui revient souvent. Là, puis, entre autres, là, la gang à Bernier qui faisait spinner ça par email, là, genre que là, il manque de logements au Canada, puis de la faute des immigrants. Là, fait que, qu'est-ce qui s'est passé avec lui, sérieux? J'ai aucune idée. Il a viré sur le top. C'est pas une position libertarienne, ça, là ce qu'il fait. Non, je sais pas. Non, mais attends. OK, mais il y a une chose, puis celle-là, on peut en parler dans le Patreon, là, mais je vais te donner un résumé bien court. Il y a une frange des libertariens, puis tu remarqueras que je suis toujours hésitant à utiliser le mot libertarien. Je vais te dire je l'aime pas non plus. Là. Dans le monde anglophone, je vais l'utiliser, puis je vais toujours donner des caveats. Mais en français, les gens comprennent que quand tu dis libéral, ça veut dire quelque chose de spécifique, qu'en français, c'est clair qu'est-ce que ça veut dire. C'est différent de libertarien. Oui, parce qu'en anglais, liberal, c'est les démocrates, généralement. Ouais, c'est ça. Exactement. Puis là, tu crées de la confusion, puis tu t'ostines avec du monde. Je ne suis pas un progressive. Je ne suis pas un left-leaning progressive. Mais chez les libertariens, tu as une frange que c'est ce qu'on appelle des paléos. Et eux, ce qu'ils ont, dans certains cas, puis je vais être imminemment non généreux ici, c'est qu'ils aiment être libertariens parce que ça leur permet d'éviter un certain type de voisin. Ouais. Tu on rentrera entre les lignes plus tard. Ça veut dire qu'il y en a vraiment des libertariens que ce n'est pas un commitment aux idées libérales ou aux principes derrière. C'est je veux cette liberté-là parce que j'aime pas tel type de personne. Okay? Puis tel type de personne peut être largement défini. C'est ça.
J'aime beaucoup la vois-tu, liberté d'expression pour avoir le droit de dire ce qui est au profond de moi. pour avoir le droit de dire des choses vraiment Ouais, dégueulasses. Fine, je suis d'accord que tu devrais avoir le droit de le dire, mais tu devrais avoir we le do not droit, mais agree on c'est pas parce que everything. tu as le droit que tu devrais. C'est Ah, puis c'est pas parce que tu as le droit que j'ai pas envie de te ouais, sacrer c'est une ça. baffe. Moi, j'ai le droit de te mépriser Pas que après. tu devrais. C'est ça. Ah, j'ai le droit de te mépriser comme faut dans Fait ces que ça, cas-là. c'est un truc du Mais, Fraser Institute qui est sorti, qui s'appelle Housing Completion Not yep. Keeping Pace with Population. Puis là, on dit entre 2018 et 2022, la population canadienne a augmenté de à peu près, d'en moyenne, 550 000 personnes par année, comparativement à seulement 200 000 nouvelles. Je ne sais pas comment ils définissent home, là. C'est-tu tous les types d'habitations? Ça doit être unité, ça. Oui, c'est C'est des des unités. Fait unités. que, mais C'est mettons des qu'on le met unités. en termes plus clairs pour Mais les auditeurs. Fait que la population augmente de 550 000 personnes, mais il y a juste 200 000 nouvelles unités Puis ça de parle pas d'un logements. phénomène où est-ce que tu as plus de séparation un petit peu, donc tu te ramasses avec... que tu as des ménages plus Exactement. petits. Mais écoute, juste pour montrer, là, pour les auditeurs, puis je vais le décrire à voix haute, là, ça va tout expliquer la chose. Frank, va à page 14, puis mets le graphique, le premier graphique sur le Québec, puis je vais l'expliquer, puis les gens vont comprendre. C'était-tu dans le truc complet ou c'est dans le infographic? Parce que j'ai... Va dans Full Report. Parce que j'avais ce graphique-là que je trouvais très bon aussi, là, où on voit justement là, sur plusieurs années. Tu as la construction du housing, puis tu as l'augmentation de la population, puis tu vois que c'est complètement découplé. C'est décuplé, c'est-à-dire. Bon. Je vais l'expliquer pour ceux qui sont en visuel parce qu'ils peuvent suivre qu'est-ce que ça veut dire, mais pour les gens en audio, je vais aussi l'expliquer avec un petit peu plus de détails pour vous autres. Tu as deux petites bandes. La première bande, ça dit le nombre de personnes qui ont été ajoutées à la population. Puis juste à côté, tu as le nombre de maisons de plus ou d'unités d'habitation qui ont été ajoutées. Bien, techniquement, si ta population puis tes unités, ta construction de logements vont à la même vitesse, bien, les deux bandes sont identiques d'année en année. Right? Ils augmentent à la même vitesse. Puis si la bande des maisons est plus élevée, bien, ça veut dire que tu as plus de construction, que tu as de population Faites additionnelle. attention à ce graphique-là. L'inverse. Hein? 2020, c'est la seule année que la bande bleue est plus petite que la jaune. Mais dites-vous que c'est 2020, c'est une année pandémique. Puis une grosse partie de la hausse de la population qu'on voit en 2022, c'est le retard dans les dossiers d'immigration de 2020. Oui, c'est ça. Jaune étant ce que Yann vient de dire, jaune, c'est le nombre d'unités de logements qui ont été ajoutées. Pour les gens en audio, bleu, c'était dans le graphique, l'augmentation de population. En fait, une autre année où c'est comme ça, puis c'est 1978. Ça paraît pas trop, là, mais si vous regardez comme il faut, 1978, c'est bâti plus d'unités que l'augmentation de la population. Ouais. Mais à vue d'œil, comme ça, c'est la seule année. Les deux, non, c'est 77 et 78, les 2 années après l'élection du PQ. Oui, il y a une raison. C'est exactement à la bonne place. Les Anglais ont vraiment quitté le Québec à ce moment-là d'une manière spectaculaire. Là. Il y a eu une grosse exode. Mais il y a aussi on oublie de mentionner qu'il y avait une portion non négligeable de francophones qui ont quitté. Dans le flot, il y a peut-être 15% de ça que c'est des francophones. C'est pas une grosse portion, mais c'est à peu près 15%. La famille a démarré ça. Okay. Probablement. Les mauvais francophones. Si j'étais quelqu'un de mauvaise foi, je dirais ça. On voit quand même, là, sérieusement, on voit quand même que genre depuis 2016, la chaîne a débarqué solide. Ouais. Ben exactement. Mais notons dans ce graphique-là, ça serait quoi l'idéal? L'idéal, c'est que c'est pas que tu veux que les deux augmentent à la même vitesse, c'est que tu veux que le housing augmente plus vite que la population. Pourquoi? Parce que ce que ça veut dire, ben, c'est que ça fait baisser les prix, mais ça veut dire que la productivité de la construction est plus grande. Les gens peuvent se permettre des logements plus gros, que ton graphique, des chalets. Ça voudrait dire que tu aurais une société qui est imminemment riche et une industrie de la construction qui est imminemment de moins en moins. N'oublie pas une affaire, Vincent, puis je reviens un peu avec ça. Ton graphique part de 1972. Admettons que les bandes bleues sont toujours à la même hauteur que les bandes jaunes. Donc, on maintient le niveau d'habitation ou d'unité d'habitation par rapport à la population. Gardez une chose en tête.
Il y a beaucoup plus de couples mariés en 72 que de gens qui vivent seuls dans leur maison. Ouais, c'est vrai, en plus. Il y a un phénomène de société qui se passe derrière ça. Oui, tu as l'émancipation de la femme, mais tu as aussi les unions civiles au Québec qui prennent beaucoup d'ampleur et qui amènent à avoir des taux de séparation plus élevés et également plus de célibataires qui vivent dans les années 2020 seuls dans leur unité d'habitation versus qu'à l'époque, Ouais. où est-ce qu'il y avait plus de gens dans une famille, si on veut, dans une maison. Là. Mais en même temps, tu as une tendance contraire à ça, qui est le fait que, d'après moi, en 1970, là, à 18 ans, si t'es pas sorti de la maison, là, ton père, il te met dehors. Aujourd'hui, ça peut coller jusqu'à 35 ans, puis ça ne dérange pas. Là. Ouais, même à ça, mais tu as des gros ménages dans les années 70. Là. Non, je comprends, mais ce que je veux mais dire, ça, c'est les qu'il y a gars, beaucoup... ça devient du détail là, ici. Parce qu'au final, ce qu'on voudrait, là, le plus proche possible de ce qui serait pas l'idéal, mais désirable, plus que présentement, c'est que les deux bandes, dans la moyenne des années, soient exactement identiques. Que tu as 60 000 personnes de plus, 60 000 logements de plus. Puis ça, c'est l'expérience de villes qui ont eu des croissances incroyables, comme Dallas, comme T'as peu. Non, Denver c'est vrai, il y a une faille à ce que tu viens de dire là. Parce qu'en moyenne, on n'est quand même pas une personne par unité. Là. Non, je sais, mais mettons, là, OK, regarde. Imagine une population ajustée pour taille des ménages. OK? Mettons qu'on fait un ajustement pour ça, j'ai pas de problème, parce que ça ne change pas la nature de l'argument, ça fait juste dire qu'on précise un peu c'est quoi que le derrière le graphique en chiffre. dessous, il a ce que je disais, là, le nombre de population par unité est exprimé juste en dessous. Ouais. Additional population per housing unit build the previous year in Quebec. Ça, c'est le ratio des deux. C'est juste le ratio des deux courbes. Il n'y a pas d'ajustement pour la taille des ménages. Non, tu as raison. C'est pas adjusted for household size. Mais en gros, si tu regardes le graphique pour les gens en audio, les gens en visuel, vous allez pouvoir le spotter facilement. Tu regardes jusqu'à, mettons, 2002, en moyenne, la différence entre la croissance de population puis la croissance de logement est zéro. Donc, ça veut dire que les deux, peut-être une année, c'est plus l'un que l'autre, l'autre année, c'est l'autre qui est plus que l'un, mais au final, en moyenne, ils sont toujours à peu près à la même vitesse. C'est ce qui est plus désirable que ce que tu observes depuis 2002. Puis depuis 2002, tu vois que population, presque systématiquement, dépasse toujours les nouvelles unités de logement, puis pas par une petite proportion, par des très grosses proportions, de telle sorte que tu ne peux pas dire que ça s'annule dans le net. Non, c'est très clair que ça ne s'annule pas. Ça, il faut quand même le souligner, c'est largement le résultat de politiques hyper restrictives. Parce que la chose qui fonctionnait en faveur de Montréal pendant longtemps, contrairement à l'Ontario, parce que si tu vas sur l'Ontario, le graphique à la page juste après, l'Ontario, systématiquement depuis les années 80, la population, pas une fois de temps en temps, toutes les années, la population, sauf pendant la COVID, toutes les années depuis 1982, la population augmente plus vite que les unités de construction parce que l'Ontario a une des réglementations sur le zonage le plus débile de toutes les provinces canadiennes, particulièrement à Toronto. Alors que Montréal, pendant longtemps, ce qui jouait imminemment sans faveur, c'était que l'offre de logement était beaucoup plus élastique et donc tu pouvais augmenter l'offre de logement plus facilement. Et depuis, Montréal, dans un élan de je ne comprendrai jamais pourquoi, a décidé qu'il fallait imiter l'Ontario dans la chose la plus stupide qu'elle pouvait faire. Et on est en train de, comme dirait M. Legault, on rattrape l'Ontario. Oui, on rattrape l'Ontario dans les politiques les plus épaisses possibles qui visent à restreindre l'offre de logement. Fait que, tu sais, je m'excuse, mais ce graphique-là, c'est la meilleure manière de simplifier un point. Les chiffres, tu sais, parce qu'on voit des... 25 études que je pourrais citer ne pourraient pas faire mieux que ce graphique. Parce que les graphiques montrent bien des choses, mais les chiffres sont quand même parlants aussi. Là. Tu sais, regarde les chiffres qu'il y a là-dedans. Là. On dit, mettons, de 2017-2021, la moyenne, c'était 440 000 personnes pour un petit peu moins que 200 000 housing completion, donc dans le fond, des unités disponibles. Mais comment quelqu'un peut penser que ça peut fonctionner sur le long terme, ça?
Non, je comprends, là, pendant quelques années, OK, ça fait augmenter les prix, c'est plus difficile, un peu plus difficile de trouver des unités. Mais c'est parce que maintenant, tu arrives à un point de rupture là, de ça. Là. Tu ne peux pas avoir une augmentation de la population sans arrêt, sans qu'il y ait des nouvelles constructions. Là. Je veux dire, ça fonctionne pas. Ça peut juste pas fonctionner. Là. J'ai été, Ça donne une idée de comment les prix devraient j'ai été augmenter. à une présentation d'un certain Denis Julien en 2012. Denis donnait une présentation pour les jeunes. On ne connaît pas. Non, je ne veux pas être associé à ce personnage. Écoute, en 2012, il donne une présentation aux jeunes courtiers universitaires qui commencent. Moi, je commence en septembre 2011. Fait que j'assiste à sa présentation. C'était dans le temps que j'avais assez de patience pour tolérer des présentateurs. Mais Denis, j'ai toujours eu de la patience pour lui. Ça, c'était correct. Ah, mais attends, il faut quand même souligner que Denis donnait un mot du bon. Elle était bonne, sa présentation. Elle était assez bonne que je l'ai scanné à l'époque puis je l'ai gardé. Je ne suis même pas sûr si lui l'a gardé. Il a sorti des stats là-dedans qui sont tout simplement magiques. Le livre sur lequel il se base pour plusieurs de son data, c'est un livre que j'ai lu, que j'ai adoré, Safe as Houses de Neil Monnery. Je vais essayer de vous le trouver pour le... Oui, je connais en plus Neil. Il a écrit un excellent livre sur Hong Kong. Un livre, tu le connais, man. Super bon, son livre. Puis, on voulait parler Denis, ce qu'il voulait faire à l'époque, c'était de parler de la catégorie d'actifs de la maison. Tu sais, certains mythes qu'on a dans notre tête, c'est « Ah, moi, toutes mes économies sont dans la maison, et ainsi de suite, blablabla. » Grande-Bretagne, 1952. Une maison valait à ce moment-là 1900 livres. En 2010, elle valait 165 000 livres. Attends une minute. Je veux juste. Je vais aller voir de quoi. Je vais sortir le PIB par tête de pipe au UK. Tu as dit quelle année? 1952. Donc, on passe de 1900 à 165 000 livres. Un prix qui a été multiplié par 87. Par contre, puis là, on se doute que 2010-2023, ça a été l'enfer, la hausse des prix des maisons aussi. Là. Fait que, OK. Tu as dit 1200? 1900. 1900, c'était le PIB par personne, donc pas par travailleur. Mettons que tu devrais le doubler à peu près par travailleur pour l'époque. C'est le revenu par personne était 329 pounds par année, pas ajusté pour l'inflation, parce que je présume que le prix que tu me cites n'est pas ajusté pour l'inflation. Donc, 329. La maison coûte à peu près, tu as dit 1008, 1009, j'arrête pas de... OK, donc à peu près 6 fois plus que le revenu moyen par personne. Puis là, aujourd'hui, je 2010, j'ai pas le de 2020. Donc, ta maison, c'était 6 ans de salaire. C'est grosso modo. Grosso modo, oui. Okay. Fait que je suis sur le PIB par personne en 2010, c'est 25 680. On était à 165 000 en 2010. Fait que le ratio est resté... est-tu resté le même? 165 sur 125, c'est... Non, c'est plus... C'est un petit peu... C'est peut-être un point de plus sur le ratio. C'est sensiblement pareil. Ajusté à l'inflation, les prix ont seulement été multipliés par 4 et non pas par 87. Ce qu'on se rend compte, en fait, c'est que c'est la chose suivante. De 1952 à 2010, l'augmentation moyenne des prix est de 2,4 de 1952 à 2010. Par contre, si tu vas de 1980 à 2010, l'augmentation moyenne est de 2,5 fait que ça a toujours été quand même assez stable, l'augmentation des prix des maisons. Si tu prends de 1995 à 2010, tu passes à 5,2 à ce moment-là. Il s'est réellement passé quelque chose au début des années 2000 au niveau des maisons. Une grosse crise qui a corrigé ça aux États-Unis en 2008-2009, vous en doutez. Mais c'est quelque chose qui n'est pas arrivé au Canada, la correction des prix qu'on a vu à cette époque-là. Mais, tu veux-tu un truc weird? Ça, c'est étrangement un résultat pervers, inattendu des réformes de Thatcher. Parce que le UK a... Il y a un article, puis je vais trouver le lien pour que Frank puisse le partager. Ça montre qu'est-ce qui explique l'augmentation des prix en Grande-Bretagne. Puis la réponse, c'est que tu peux expliquer à peu près la quasi-totalité de l'augmentation sur les contraintes sur l'offre que les local governments imposent au UK. Mais quand Thatcher fait des réformes, les privatisations, la libéralisation, les coupes d'impôts, l'effet qui se produit,
c'est que tu as une augmentation incroyable de la demande des gens pour venir en Grande-Bretagne. Et donc, ce qui se passe, c'est que tu fais des réformes qui augmentent la demande, mais tu n'as pas libéralisé l'offre sur un marché en particulier. Fait que les réformes Thatcher ont comme une sorte d'effet pervers dans ce sens-là, parce que comme elles n'étaient pas exhaustives, ben, même si en soi, chacune des réformes est une bonne chose, tant que tu avais les contraintes sur le logement, ben, le marché allait avoir un effet qui allait se produire. Les réformes avaient pour effet d'augmenter la demande de logement au UK. Et quel résultat se produit si tu ne libéralises pas l'offre? Ben, tu te retrouves avec Londres qui est complètement inaccessible pour la plupart des gens et tu as une explosion des Quand on des exclut logements. les années 2000, là, puis on va vraiment regarder sur des longues périodes historiques, depuis les années 1900, tout ça, c'est un peu ce qui est fait dans le livre Safe as Houses. Je le mets à l'écran d'ailleurs là, pour ceux-là qui voulaient le voir. Ce que tu te rends compte, c'est que généralement, comme catégorie d'actifs, les maisons vont donner quelque chose entre 0 et 1,5% par-dessus l'inflation sur des très longues périodes de temps. Alors qu'il y a un découplage complet qui s'effectue au début des années 2000 dans ce cadre-là. Puis même là, je ne suis pas convaincu, en passant juste une note, là, je ne suis pas convaincu que c'est tant que ça au-dessus de l'inflation, parce que c'est dur d'imaginer toutes les dépenses de maintenance. Aux États-Unis, on parle même beaucoup plus faible que ça à cause de les territoires qui sont disponibles. Mais quand tu t'en vas dans des endroits où est-ce que tu es plus restreint dans le territoire, c'est là que tu t'allais chercher des 1%, des 1,5% par-dessus l'inflation. Mais normalement, c'est une classe d'actifs qui ne rapporte pas vraiment plus que l'inflation. En toute logique, c'est quand même une classe d'actifs qui est défensive. Soyons francs. Puis la seule façon vraiment de s'enrichir, la raison pourquoi des investisseurs immobiliers font beaucoup d'argent avec l'immobilier, c'est l'effet de levier. C'est que ton 50 000 qui est investi te permet d'acheter un actif de 250 000 généralement. Puis le rendement, tu le fais sur le 250 000. Fait qu'il y a un effet multiplicateur qui vient de l'effet de levier. C'est ce qui permet de rendre les rendements immobiliers quand même assez intéressants pour les investisseurs immobiliers à long terme. Mais soyons honnêtes, depuis le début des années 2000, on ne parle pas de l'inflation plus 1% ou plus 2% en moyenne au Canada. Là. On parle d'inflation plus 3, 4, 5%. Là. On est dans ces zones-là. Fait que ça a créé une forme de bulle, si on veut. La bulle, c'est quoi? C'est que le prix a augmenté énormément. Pourquoi le prix augmente? C'est que l'offre et la demande, il y a quelque chose qui ne marche pas. Fait que qu'est-ce qui s'ajuste? C'est le prix qui s'ajuste. On est dans une situation que même si les taux d'intérêt montent présentement, on a de la misère à voir le prix des maisons s'ajuster. Non, mais il y a une chose que ça explique aussi. As-tu remarqué la quantité d'efforts qui est fait de lobbying? Il y a des indicateurs sur ça. Le lobbying pour Not in my backyard augmente massivement maintenant. Parce que quand tu as ce que tu viens de décrire, il y a deux manières d'augmenter ta profitabilité. Un, c'est que la valeur des autres investissements baisse, donc tu en fais plus de lui, ou tu réduis la capacité d'ajuster l'offre sur d'autres plans. Donc, l'effet qui se produit, c'est que toi, tu as un gain de valeur additionnel de transfert de richesse. Ce que tu viens de dire en français, c'est que le plus grand gagnant de la réglementation excessive des municipalités et des environnementalistes, c'est le propriétaire actuel. Ben oui, ben c'est ce que Pierre Desrochers nous avait expliqué pour la région de Toronto. Yep. Pourquoi est-ce que la personne... Avec beaucoup de bons détails. Je pense que c'est un des... En tout cas, c'est probablement son meilleur passage au podcast, puis un des très bons qu'on a fait, sinon le meilleur. Là. Mais tu sais, il expliquait toute l'affaire de la Green Belt en Ontario. Puis il nous avait tout dit ce qui allait arriver, anticiper ce qui allait arriver avant que ça arrive. C'est-à-dire que quand tu instaures un système de réglementation de même, là, où tu dis qu'il y a une zone complète où tu ne peux plus construire. Puis à l'intérieur de la ville, il y avait la Yellow Belt. Ça, c'est tous les endroits reliés. C'est toute la réglementation municipale qui fait que tu ne peux pas construire là. Tu ne peux pas construire telle affaire, tout ça. Ben, les gens qui, eux, sont déjà propriétaires à Toronto, là, bien placés, là, eux veulent zéro que tu ailles jouer dans Greenbelt puis dans la réglementation municipale pour permettre à des constructeurs d'aller. Puis c'est pas au nom de l'environnement pantoute. Là. Ça, c'est du vernis que tu mets par-dessus de la défense d'intérêt. Là. Parce que l'intérêt de ces gens-là qui possèdent une maison qui vaut 2,5 millions ou 1 million ou je sais pas combien, c'est que la maison, ça ne me tente pas que demain matin, elle vale 850 000 au lieu d'1,5 million. Si tu as déjà ta maison, le premier acheteur, tu t'en crisses-tu, tu penses?
Mais c'est un peu une vision. Tu sais, je veux dire, ces gens-là, ils ont des enfants, maintenant, ils ont des petits-enfants, quelque chose, c'est quoi, ils pensent pas. J'ai de la misère à comprendre Ah non, comment non, quelqu'un peut réfléchir de même. Là. non, non, mais la chose, dont ils s'imaginent qu'ils peuvent transférer l'actif à leurs enfants. Là. L'affaire, c'est que présentement, tu as un truc en économie que Gordon Tullock avait super bien expliqué, ça s'appelle le Transitional Gain Trap. C'est que ces systèmes-là, généralement, c'est un peu comme un schème de Ponzi, mais sans l'être. C'est-à-dire qu'il faut toujours qu'il y ait un ex-sucker qui arrive. Tu n'as pas besoin d'en avoir un plus grand nombre, tu as juste besoin d'avoir Faut que un quelqu'un l'achète. ex-sucker. L'effet que ça. Il faut que quelqu'un l'achète. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir. C'est pas un schème pyramidal, mais tu as besoin du next sucker. Le next Ah, sucker. Ça prend quelqu'un qui vient l'acheter quand tu vas prendre ta retraite, le bungalow fini à 1,5 million. Exactement. Ben, mais là, l'effet que ça a, c'est que la personne, présentement, elle va avoir fait des investissements, comme Yann dit souvent. Si, mettons, c'est un petit entrepreneur qui a pris une hypothèque sur sa maison, une hypothèque additionnelle pour financer une firme, puis que la firme est réussie, mais au final, lui, ce que tu ou mettons qu'elle n'a pas encore réussi. Elle fonctionne, mais il n'a pas fini de rembourser le prêt. Le prêt va rester le même montant, mais la valeur de l'actif va avoir baissé. Donc, en réalité, il va être worse off. Donc, il y a une résistance qui va être causée. Et là, et non seulement ça, mais si tu as d'autres facteurs qui bougent en même temps, comme la demande, ben, le résultat, c'est que la prochaine personne, elle, va devoir payer un petit peu plus cher et elle va être encore plus résistante Ah oui, elle a plus à à la perdre. chose en soi. Puis c'est le même mécanisme dans le logement présentement. C'est pour ça que tu as beaucoup de résistance à toutes les réformes que je défends, que tu as dans la gestion de l'offre. Parce que c'est le même C'est pareil. mécanisme. Tu as besoin, Ben oui. du next Celui qui a sucker acheté le qui va permis de acheter taxi, là, qui a coûté, ou dans le celui qui taxi a acheté le aussi. permis de taxi à 200 000 ou je sais pas trop, ou le quota de lait, là. Lui, le système, il n'a pas intérêt à ce qu'il débarque, comme la personne qui a acheté une maison évaluée 300 000 en surenchère à 390 000 plus 100 000 piastres de rénovation à mettre dedans. Lui, ça ne tente pas que tu taponnes le marché pour que la valeur de l'immobilier s'effondre. Là. Parce que lui, la valeur de l'hypothèque, le montant de l'hypothèque, lui, il ne s'effondrera pas en même temps que la valeur de la maison. On est tous conscients de la même chose. Si demain matin, les autorités municipales s'enlèvent les doigts dans le cul puis autorisent les permis plus rapidement, il va y avoir assez rapidement plus d'unités sur le marché, puis on va avoir plus de facilité à avoir des ajustements de prix à la baisse. Là. Parce que techniquement, Oui, mais le problème, c'est que ce genre d'affaires-là, si tu continues d'embouteiller la chose, l'ajustement peut être très oui. coûteux. Donc, mettons que Montréal faisait pendant 30 ans ce qu'elle fait maintenant. Bien, ajuster, mettons que le overnight, tu fais une libéralisation extrême, genre ce que j'aimerais faire, bien, tu pourrais causer une récession. Ah, Pour vrai, définitivement, c'est parce que les gens, leur ça ne balance sheet, fonctionnera plus. parce que ça existe, ne fonctionnera plus. Donc, tu crées un choc sur les projections que les gens se font de eux dans l'avenir financièrement. Et là, tu viens changer toutes leurs décisions financières. Donc, ils vont changer toutes leurs décisions de consommation, toutes leurs décisions d'épargne. Et là, tu vas avoir. C'est pas une récession Ah, dans le ben, regarde, je sens vais donner un de. exemple. Il y a combien de gens, à ton avis, qui vivent de renouvellement hypothécaire en renouvellement hypothécaire? Tu commences aux années 2000, tu es propriétaire de ta maison à ce moment-là. Tu gères extrêmement mal ton budget, tu accumules des cartes de crédit, tu accumules des marges de crédit, des prêts idiots un peu. Tu arrives en 2005 à ton renouvellement hypothécaire. Qu'est-ce que tu as comme possibilité? D'utiliser l'augmentation de la valeur de la maison, renouveler ton hypothèque à un montant plus élevé et de faire une consolidation de dette pour toutes tes autres cochonneries. Donc, tu prends toutes des dettes à 19 à 12 13 à bord puis de l'autre, Ah, ça puis tu fait amènes mal, ça, tu ça. baisses ça à des taux raisonnables parce qu'avec l'augmentation de la valeur des maisons, tu as été capable de mettre tes dépenses de consommation sur l'hypothèque de ta maison. Tu fais ça en 2005, tu fais ça en 2010, tu fais ça en 2015, tu fais ça en 2020. À toutes les périodes de 5 ans, ta stratégie a toujours fonctionné. Tu peux gérer ton budget comme un abruti et toujours t'en sortir à chaque fois que tu renouvelles ton hypothèque parce que ta maison a pris suffisamment de valeur pour clairer tes cartes de crédit et tes marges de crédit. Mais en bout de ligne, qu'est-ce qui arrive si la maison perd 30 de sa valeur? Tu es en faillite. Parce qu'en 2020, tu ne gères pas mieux ton budget. Là. Juste Non, en dire que effet. c'est ce que les Mais tu marchés sais, avaient prévu avec la pandémie. Là. Je me rappelle très bien quand moi, je magasinais des maisons, les courtiers, ils disaient, ben, pas le mien, là, mais ça se jasait dans le milieu que, je ne sais plus si c'était Desjardins ou peu importe, là, mais il avait prédit que les maisons allaient perdre 25 à 30 de leur Tout à valeur fait. à cause de la pandémie. Là. Tout à fait. mais c'est là que la réponse qu'on devrait s'attendre dans l'avenir, c'est qu'il n'y aura probablement jamais de libéralisation.
malgré que ça devrait être désirable. Le comment d'une libéralisation, C'est pas parce ça que c'est serait peinturé en vert inimaginable. aujourd'hui, le lobbying, qu'il n'y en a pas, là. Non, effectivement. En fait, je pense honnêtement qu'il y a beaucoup de gens, tu as une autre théorie que j'aime bien qui s'appelle Bootleggers and Baptists. Tu as des gens qui sont probablement bien intentionnés. Je pense qu'il y a beaucoup d'écologistes qui sont très bien intentionnés, qui Mais croient ils sont vraiment à ce utilisés, ils qu'ils sont disent. juste imbéciles. Mais ils sont utilisés par des gens parce que le Bootleggers and Baptists, l'analogie, c'était que tu avais des baptistes dans des États du sud des États-Unis qui voulaient interdire la vente d'alcool le dimanche dans les saloons. Et ceux qui finançaient leur campagne électorale pour les Popular Initiative, c'était les bootleggers qui allaient vendre l'alcool illégal. C'est ça, Bootleggers and Baptists. C'était que tu as un unholy alliance of people who do not like each other. Tu sais que les deux ne Ben, les s'aiment promoteurs absolument immobiliers et pas. les écologistes, ça s'entend pas bien ensemble, généralement. Là. Ben, mais exactement, mais ici, les propriétaires les gens qui sont très riches, qui sont très confortables, qui ont des belles maisons, aiment beaucoup les trucs verts. Et t'en as aussi, par contre, que c'est probablement qu'ils y croient même pas, mais ils aiment les mesures parce que ça augmente les prix de leur maison, donc leur richesse. Donc, ils vont marcher main dans la main, même si, mettons, il y en a un d'entre eux qui est en fait, il y en avait eu une histoire il y a quelques années d'un oil executive qui bloquait, il faisait tout pour bloquer la destruction d'une zone mouillée, une zone humide derrière, dans le coin de sa maison parce qu'il ne voulait pas qu'il y ait des nouvelles unités qui soient ajustées parce qu'il disait que ça allait réduire la valeur de sa maison. Puis il a donné de l'argent à un groupe écologiste local, j'ai oublié dans quelle ville, pourquoi je le retrouve, mais tu étais là comme, c'est un oil executive avec des verres, je veux dire, c'est comme, tu peux pas avoir une alliance aussi de gens qui se détestent lui, il devait normalement, rire solide. mais là, ils étaient prêts. Lui, il devait rire dans sa barbe. Oui, mais au final, je veux dire, même si tu es le baptiste dans cette histoire-là, tu es quand même content d'avoir cet allié-là parce que tu juges ça plus important que l'alternative. Mais au final, ça fait que la réforme est presque impossible. Mais ici, Bootleggers and Baptists, tu as ça dans les villes et c'est une des raisons que tu n'auras pas de résistance, tu n'auras pas de réforme. Puis les bonnes réformes seraient super difficiles à faire et le coût de la réforme est gigantesque. Ce qui est plus probable, c'est que comme présentement à Toronto, à un moment donné, tu vas rejoindre un point critique tellement élevé que les gens vont juste émerger dans des... Puis la vertu pour nous, comme Canadiens, c'est qu'il y a énormément d'espace. Je ne serais pas surpris qu'il y ait des villes qui émergent mais ça arrive déjà, puis on s'en rend pas compte. Moi, ce qui me fascine... juste, Yann, puis Toronto va se vider, puis Montréal juste aussi. dire Tu vas avoir capitale du Québec, Saint-Hyacinthe. Non, mais pas à ce point-là, mais... Juste dire qu'on va passer à la partie Patreon, parce que ça fait quand même 1h10, puis Vincent, il y a un rendez-vous à 11h30, donc si on veut faire une partie... si on veut faire une partie qui a de l'allure, on va y aller dans les instants qui suivent. Donc, suivez-nous sur patreon.com /iSénéchal avec le petit code au bas de l'écran. Vous avez la partie bonus, tous les autres extraits des podcasts. Sans joke, si vous n'avez pas écouté le podcast avec Pierre Desrochers, là, où il nous a expliqué tout ce qui se passe à Toronto, puis on a parlé aussi de l'exemple de Tokyo, comment c'était une grande ville qui avait une mégapole là, qui avait réussi à faire baisser ou en tout cas à contenir à garder un marché abordable, modéré, avec des mesures quand même assez originales. Je pense que ça va intéresser parce que de plus en plus, tout le monde est concerné par ça, le prix de l'habitation, même dans des régions éloignées. C'est rendu que ça coûte cher aussi. Fait que rejoignez-nous, puis on continue la discussion. Yes. Direct là.